vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris 2 triggers que j'ai acquis il y a pas longtemps parce que j'ai fait une petite commande chez Temu pour avoir un peu plus de petits objets mignons et sympas que je peux utiliser dans les vidéos. Le premier est un petit donut bleu. C'est un donut que j'ai acheté, enfin c'était un lot de 2. J'en ai eu un bleu et un rose et je me suis rendu compte en ouvrant le sachet qu'il sentait le biscuit. C'est trop sympa, je trouve. Ça me donne envie de manger un donut. Je suis en train de réfléchir à quoi il pourrait être. Ce bleu ne m'évoque rien.
spatial. L'environnement spatial est caractérisé principalement par un vide presque total et de grandes variations de température. La combinaison spatiale est portée par les astronautes lors des sorties dans l'espace ou à la surface d'autres corps célestes, mais également à l'intérieur de véhicules spatiaux pour faire face à une dépressurisation accidentelle. Pour permettre la survie, une combinaison spatiale doit fournir de l'oxygène, évacuer le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau expirée, et assurer une protection thermique tout en autorisant une mobilité maximale. Généralement, à ces fonctions s'ajoute un système de communication, une protection au moins partielle contre les rayons cosmiques et les micrométéorites, et la possibilité pour son occupant d'absorber des liquides. En 1935, l'Espagnol Emilio Herrera réalise un prototype dans les ateliers du cercle des montgolfières de Guadalajara et dans le laboratoire d'aérodynamique des 80, qui comprenait un microphone, un ensemble à respirer anti-vapeur, des thermomètres, des baromètres et plusieurs outils pour mesurer et prélever des échantillons. Des progrès importants ont été réalisés avec de la première combinaison spatiale SK1 portée par Yuri Gagarin, les combinaisons spatiales modernes comme l'EMU de la NASA ou la combinaison russe Orlan permettent à leurs occupants de travailler à l'assemblage de la Station spatiale internationale dans le cadre de sorties dépassant 8 heures. Au cours du programme Apollo, les astronautes américains ont réalisé des excursions sur le sol lunaire d'une durée équivalente avec leur combinaison spatiale A7L. Les combinaisons spatiales modernes combinent des parties rigides, torse, casque, avec des parties souples. Ces dernières sont constituées de plusieurs couches ayant chacun un rôle dédié. Support d'un circuit refroidissement à eau et enceinte étanche, isolation thermique. Les recherches sur les combinaisons spatiales se poursuivent pour améliorer la mobilité du porteur, limitée par la combinaison pressurisée malgré la présence de soufflets, réduire l'encombrement et relever le défi des futures missions d'exploration des planètes. Un environnement spatial hostile. L'homme est par de nombreux aspects incapable de survivre dans l'environnement spatial sans équipements spéciaux. Le vide spatial ne lui fournit pas l'oxygène nécessaire à sa survie. Les fluides d'un homme exposé dans le vide gèlent ou s'évaporent presque instantanément, entraînant une perte de conscience au bout de 15 secondes et un coma irréversible au bout d'une minute. Le soleil non filtré par l'atmosphère peut rendre aveugle de manière instantanée. En l'absence d'atmosphère pour brasser le flux thermique du soleil, la température des parties du corps directement exposées aux rayons de l'astre peut atteindre 150 degrés Celsius, tandis que les parties situées à l'ombre peuvent descendre jusqu'à -120
degrés Celsius. À l'extérieur de l'atmosphère terrestre, l'homme n'est plus protégé des micrométéorites et des rayons cosmiques. Les fonctions principales d'une combinaison spatiale. Les fonctions principales de la combinaison spatiale sont donc de fournir de l'oxygène, un environnement pressurisé à l'astronaute, de réguler sa température, le taux d'humidité et enfin de résister aux micrométéorites ainsi qu'au rayonnement solaire, lumière, chaleur UV et aux rayons cosmiques. Par ailleurs, la combinaison doit permettre à son utilisateur de conserver suffisamment de mobilité pour remplir ses tâches. Cette dernière contrainte constitue un des objectifs les plus difficiles à atteindre car une combinaison pressurisée portée dans le vide est rendue rigide par l'absence de pression extérieure. Atmosphère et pression. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 1 atmosphère, 1013 hectopascales. Cette pression résulte à hauteur de 79% de la présence d'azote et de 21% de la présence d'oxygène. Mais l'homme peut vivre sous une pression beaucoup plus faible, comme le prouvent les populations habitant l'altiplano, Amérique du Sud, à près de 4000 mètres d'altitude. Les vaisseaux des premières missions américaines de l'ère spatiale, dont celle du programme Apollo, se contentaient d'une atmosphère composée uniquement d'oxygène avec une pression réduite à 0,33 atmosphères pour Apollo. Une atmosphère de ce type permet de réduire la masse du vaisseau car l'épaisseur de la coque pressurisée peut être réduite. Elle permet également de simplifier le système de support de vie par la disparition du circuit d'azote et de faciliter les sorties extravéhiculaires en réduisant le temps consacré à purger l'organisme de son azote. Mais une atmosphère composée d'oxygène pur constitue un danger, comme l'a montré l'incident tragique d'Apollo 1, et peut se révéler toxique pour l'organisme, un poison sur le long terme, hyperoxie. C'est pour cette raison qu'une atmosphère similaire à celle de la Terre, pression, composition des gaz, est maintenue à bord des stations spatiales Skylab, Salyut, Mir et l'ISS, dans lesquelles les astronautes effectuent des séjours de longue durée. Il est exclu de maintenir une pression atmosphérique identique à celle de la Terre dans une combinaison spatiale. En effet, dans le vide, une combinaison sous cette pression est complètement rigide et interdit pratiquement tout mouvement des membres. Par ailleurs, l'apport d'azote complique le système de support de vie portable qui doit être le moins encombrant possible. Toutes les combinaisons spatiales, qu'elles soient russes ou américaines, utilisent une atmosphère d'oxygène pur avec une pression nettement inférieure à une atmosphère pour permettre une certaine mobilité. Ainsi, en ce qui concerne les combinaisons spatiales utilisées pour les sorties dans l'espace depuis la Station spatiale internationale, la pression dans la combinaison EMU américaine est de 0,3 atmosphères, 300 hectopascales, alors que la combinaison russe Orlan a une pression de 0,4 atmosphères, 400 hectopascales.
résulte de cette caractéristique et d'une approche différente des risques d'accident de décompression, un temps de préparation avant les sorties extravéhiculaires très différents. Un cosmonaute russe se prépare en respirant durant une demi-heure de l'oxygène sous une pression identique à celle de sa combinaison spatiale, ce qui correspond pratiquement au délai nécessaire pour enfiler sa tenue. C'est tout. C'est rapide. Un astronaute utilisant l'EMU doit par contre se préparer en respirant durant 4 heures l'oxygène sous pression réduite. Les premières sorties dans l'espace dans les années 1960 ont mis en évidence que la combinaison pressurisée limitait fortement à la fois la mobilité des membres et la dextérité manuelle. Du fait de la rigidité de la combinaison pressurisée, réaliser des mouvements très simples entraînait une importante dépense d'énergie qui épuisait rapidement un homme, même en très bonnes conditions physiques. Ainsi, au cours des sorties extravéhiculaires du programme Gemini, la combinaison spatiale à usage mixte, intravéhiculaire et extravéhiculaire, utilisée maintenait par défaut les membres de l'astronaute dans une position assise, correspondant à son utilisation à l'intérieur du vaisseau. L'astronaute devait faire un effort important et constant pour modifier la position de son bras et était dans l'incapacité d'effectuer des tâches longues nécessitant de lever un bras au-dessus du niveau de l'épaule ou de l'abaisser au-dessous de sa taille. Les types de combinaisons. J'essaierai de vous mettre les différentes combinaisons à l'écran, des petites photos à l'écran pour que dès que je parle d'une combinaison, je vous mettrai une image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, ça je peux plus. Ça sent bon, mais 2 secondes quoi. Donc les types de combinaisons. Il existe 3 types de combinaisons spatiales. Les combinaisons optimisées pour les activités intravéhiculaires. Il s'agit du premier type de combinaison spatiale développée au début de l'ère spatiale lorsqu'aucune activité spatiale extravéhiculaire n'était incluse dans les missions. Leur objet est de protéger le membre de l'équipage du vaisseau spatial d'une décompression accidentelle ou d'une contamination de l'atmosphère de la cabine par un produit toxique. Elle doit permettre une évacuation dans l'urgence du vaisseau et la survie une fois la cabine évacuée. Elle est portée en particulier durant le lancement jusqu'à la mise en orbite, ainsi que durant la rentrée atmosphérique du vaisseau. Compte tenu de ces objectifs, elle doit être légère et peu encombrante. Enfin, le confort de la combinaison est très important, notamment l'absence de parties rigides, car l'astronaute subit des accélérations importantes jusqu'à 20 G si le déroulement du lancement ou de la rentrée se passe mal. Et le vaisseau est soumis à d'importantes vibrations. Ces combinaisons incluent notamment une réserve d'oxygène, un système de refroidissement avec circuit liquide, un système de communication, une bouée permettant à l'astronaute de flotter en cas d'amérissage, des équipements de survie, lampes flash, fusées de détresse, etc.
spatiale russe Sokol, utilisée à bord des vaisseaux Soyouz, et l'ACES portée par l'équipage de la navette spatiale américaine, sont les représentants les plus récents de ce type de combinaison spatiale. Donc souvenez-vous, c'est les combinaisons orange. De toute façon, je vous le mettrai. Les combinaisons spatiales destinées aux activités extravéhiculaires. Les combinaisons spatiales destinées aux activités extravéhiculaires sont utilisées exclusivement durant les sorties dans l'espace ou sur la Lune, ou à terme sur d'autres corps célestes. Lol. C'est pas demain. Déjà la Lune, bon bref, c'est pas le sujet. Je vous ferai une vidéo si vous voulez de mon avis sur ces... comment on pourrait dire, ces utopies d'aller sur Mars et tout ça, tout ça. Je pense qu'à ma tête vous voyez que c'est pas possible. Je reprends. Leurs caractéristiques peuvent varier en fonction de la mission précise que l'astronaute doit remplir, mais elles comprennent tout un système de protection thermique efficace contre les températures pouvant aller de -121°C à +157°C. Une protection contre les rayons cosmiques et les micrométéorites, un éclairage, des points d'accrochage pour les outils. Ce type de combinaison doit permettre à l'astronaute de conserver une grande mobilité sans devoir exercer en permanence des forces trop importantes. Dans la Station spatiale internationale russe, combinaison Orlan, comme américain, combinaison EMU, utilise ce type de combinaison spatiale qui comprend un torse rigide et au niveau des articulations, des joints avec roulement à billes qui accroissent la mobilité du porteur. Le poids de ces combinaisons, comme la présence de nombreux petits points de contact durs, interdisent leur utilisation durant les phases de lancement ou de rentrée atmosphérique. Le type de combinaison est apparu relativement tardivement en 1971 pour les Russes et en 1983 pour les Américains. Troisième type, les combinaisons spatiales mixtes adaptées à la fois aux activités intravéhiculaires et extravéhiculaires. Les combinaisons adaptées aux deux usages ont été utilisées au début de l'ère spatiale pour faire face aux contraintes d'encombrement et de masse qui ne permettaient pas l'emport de deux combinaisons pour un même membre d'équipage. Les combinaisons spatiales A7L du programme Apollo sont de ce type. Ah oui, je savais pas. Elles présentent l'inconvénient d'être inconfortables pour les astronautes durant les phases d'accélération et constituent un handicap par leur encombrement et leur poids en cas d'évacuation d'urgence du vaisseau spatial. Pour les raisons énoncées, ce type de combinaison spatiale n'est plus utilisé depuis les années 1970 par les Russes comme par les Américains. Toutefois, dans le cadre de futures missions vers la Lune ou Mars, le recours à ce type de combinaison spatiale pourrait revenir à l'ordre du jour pour répondre aux capacités d'emport limitées des vaisseaux spatiaux utilisés. Les différents composants d'une combinaison
spatiale doit fournir. Une pression interne stable, actuellement de 0,29 atmosphères. Cet air n'est renouvelé que par du dioxygène pur pour assurer une respiration normale à une si faible pression qui correspond à celle du sommet de l'Everest. Ah, d'accord. Ok. Une réserve d'eau, d'oxygène et un épurateur de gaz. Un moyen d'approvisionnement et d'évacuation des gaz et des liquides, y compris des urines. Un système de régulation de la température qui oscille entre -100 à +120 degrés Celsius. Une bonne isolation et un système de refroidissement par circulation d'eau dans des petits tubes incorporés aux sous-vêtements. Une protection contre les radiations électromagnétiques. Une protection contre les micrométéorites grâce à des matériaux résistants Kevlar. Un système de communication UHF par lequel passe également la télémétrie et l'EEG. La mobilité et l'autonomie de l'astronome lors des EVA. Des connexions additionnelles en bout interface, etc. Un peu d'histoire. Au temps de l'aviation, avec le développement des techniques de l'aviation au début du XXe siècle, les aviateurs sont amenés à voler de plus en plus haut. En gagnant en altitude, les pilotes d'avion sont confrontés à deux obstacles. L'oxygène se raréfie, la pression de l'air et donc la pression partielle de l'oxygène diminue de moitié à chaque fois qu'on s'élève de 5,5 km. À partir de 3 km d'altitude, le pilote risque l'hypoxie, qui entraîne la perte de connaissance dans un délai qui dépend de chaque individu. Et la température chute d'environ 5 degrés à chaque fois qu'on s'élève d'1 km. Pour s'affranchir de ces contraintes, on met au point durant la Première Guerre mondiale les premiers masques à oxygène et les pilotes sont équipés de vêtements épais destinés à combattre le froid. Dans les années 1920, des pilotes qui tentent d'établir de nouveaux records utilisent des premières combinaisons de vol comportant des masques à oxygène et protection thermique intégrée. Mais lorsque l'altitude dépasse 10 km, les masques à oxygène ne permettent plus de fournir suffisamment d'oxygène aux poumons. Dès cette époque, les combinaisons entièrement pressurisées sont mises à l'étude. Toutefois, leur mise au point sera longue. La première combinaison de ce type ne permettant aucune mobilité est la Tech 1, réalisée par l'ingénieur soviétique I.I. Chertovsky en 1931 pour des tentatives de record d'altitude en ballon. À peu près à la même époque, une combinaison pressurisée mise au point en Angleterre par le professeur John Scott Haldane et le spécialiste des scaphandres de plongée sous-marine Robert H. Davis. Elle est utilisée par le pilote militaire anglais R.F.T. Swain pour établir un nouveau record d'altitude, 15,4 km, en 1936. Aux États-Unis, le pilote Wiley Post tente en 1934 d'établir de nouveaux records de vitesse de traversée de son pays, de la côte ouest à la côte est, en utilisant les courants jet qui circulent à très haute altitude. À cet effet, il porte une combinaison étanche, pressurisée et réchauffée par les gaz sortant du moteur de son avion. Les recherches. Les agences spatiales cherchent à intimement faire converger dans une combinaison
exosquelette, 3 technologies, matériaux avancés biomimétiques et DIC, de manière à produire des combinaisons plus légères et fiables, permettant une meilleure mobilité et un bon confort thermique par une émissivité mieux contrôlée. Par exemple pour l'exploration de Mars. Tant pour la vie dans une station spatiale que pour les sorties extérieures. Au début des années 2000, BioSuite est un projet de vêtements financé par l'Institute for Advanced Concepts de la NASA, construit pour une personne, parfaitement adapté à sa taille et à sa morphologie, bien moins volumineux et lourd qu'une combinaison spatiale classique, mais surtout conçu comme une surpeau capable de maintenir sa pression intérieure sans injection de gaz, grâce à un ensemble de fibres rigides nylon Kevlar entrelacées qui à la fois resserrent et rigidifient le costume, mais optimalement uniquement sur les parties du corps où cela ne gêne pas le mouvement, grâce à des travaux préalables de Denise qui a calculé la géographie des lignes ellipsoïdales de non-extension d'un corps humain, c'est-à-dire des zones moins élastiques qui ne s'allongent, ne gonflent ni ne contractent pendant lors de nos mouvements. Ces lignes permettent, si elles sont rigidifiées par la combinaison, de mécaniquement soutenir et pressuriser le corps de l'astronaute sans limiter sa mobilité. Ceci impose que ces lignes soient parfaitement positionnées, ce qui sera fait à partir d'une modélisation préalable du corps de la personne qui portera la combinaison BioSuite. Le MIT, la NASA et l'ESA, toujours en s'appuyant sur les travaux de Denise, ont complété ce travail en créant une surcombinaison SkinSuite, capable elle d'au moins particulièrement compenser les effets de la pesanteur sur la musculature, le métabolisme et les os. Elle est pour partie élastique et pour partie rigide, comprimant certaines parties du corps pour stimuler les effets de la gravité sur l'organisme. On cherche aussi à en réduire les coûts, qui contribue à celui du temps passé en microgravité, évalué en 2016 à peu près de 625 $ US par seconde. Ça fait cher la seconde. Alors, les combinaisons spatiales développées. Alors, les premières, les combinaisons spatiales américaines. Les combinaisons spatiales A7L du programme Apollo sont les plus complexes à avoir été utilisées jusqu'à présent. Construites sur mesure par les entreprises américaines ILC Dover et Hamilton Stunstrand et utilisées entre 1968 et 1975, elles pèsent 72 kg, mais l'attraction lunaire étant 6 fois moins forte que la gravité terrestre, les astronautes avaient l'impression de porter à peine 14 kg. L'autonomie maximale pour les astronautes est de 6h30, moins 2 heures de marge de sécurité permettant des évas nominales de 4h30, correspondant aux réserves d'oxygène, d'énergie électrique, d'eau pour le refroidissement. Limite de température opérationnelle entre moins 179 degrés et 149 degrés Celsius. Pression opérationnelle 0,26 atmosphères. Les combinaisons spatiales
soviétique et russe. La combinaison SK-1 est la première combinaison spatiale soviétique. Elle est utilisée dans le cadre du programme Vostok 1961-1963, en particulier par Youri Gagarin, premier homme à être allé dans cet espace. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais vous faire une vidéo sur Youri Gagarin, qui est pour moi l'homme le plus courageux de l'humanité. Voilà. Oui, pour moi c'est la personne la plus courageuse et incroyable. Je sais pas, j'ai pas d'autres termes. Enfin, être le premier homme à aller dans l'espace alors qu'on sait même pas ce que c'est. Enfin, je suis pas certaine qu'il y aurait eu beaucoup de gens qui disent oui moi j'ai envie, vas-y on y va, je sais même pas la fusée si elle fonctionne, on sait même pas si je vais mourir. Enfin, c'est incroyable. Donc bref, tout ça pour dire que je pourrais vous faire une vidéo sur lui, sa vie, comment, qu'est-ce qu'il en a fait pour être le premier homme à aller dans l'espace, etc. Ça peut être pas mal. Je lui rendrai un petit hommage. Cette combinaison spatiale intravéhiculaire pressurisée est utilisée au lancement et à l'atterrissage. Lors du retour sur Terre, le cosmonaute s'éjecte du vaisseau à haute altitude et atterrit en parachute. La combinaison est conçue pour lui permettre de survivre à un amérissage. Elle a une masse d'une vingtaine de kilos. Alexei Leonov effectue le 18 mars 1965 dans le cadre de la mission Voskhod 2, la première sortie extravéhiculaire dans l'espace de tous les temps, équipée d'une combinaison Berkut. Celle-ci est la première combinaison spatiale mixte, intra- et extravéhiculaire. La combinaison pressurisée avec deux réglages 0,27 et 0,4 atmosphères a une masse de 20 kg. Un paquetage dorsal d'une vingtaine de kilogrammes comprend une réserve d'oxygène de 45 minutes. La combinaison spatiale Wastreb est développée en même temps que le vaisseau Soyouz pour les sorties extravéhiculaires. Un système de cordes et de poulies est utilisé pour pallier les problèmes de mobilité rencontrés par Leonov. Elle n'est utilisée qu'une seule fois durant le vol conjoint de Soyouz 4 et Soyouz 5, au cours duquel les équipages ont échangé leurs véhicules. Durant une longue période s'étendant de 1963 jusqu'à l'accident de Soyouz 11, les cosmonautes soviétiques ne portent plus de combinaison spatiale pour des raisons d'encombrement. La mort de l'équipage de Soyouz 11 à la suite d'une dépressurisation accidentelle de la cabine remet en cause ce choix. La combinaison spatiale intravéhiculaire Sokol est utilisée pour la première fois dans le cadre du vol Soyouz 12 le 27 septembre 1973 dans la version K. Plusieurs versions sont développées par la suite. La version actuelle, Sokol KV2, a une masse de 10 kg et est pressurisée avec une pression de 0,4 atmosphères. L'approvisionnement en oxygène s'effectue par un tuyau ombilical. La combinaison Stritz est développée pour l'équipage de la navette spatiale Buran. Cette combinaison spatiale intravéhiculaire permet aux
l'unique vol de la navette Buran en 1968. L'Union soviétique développe à la fin des années 1960, dans le cadre de son programme de mission vers la Lune, la combinaison spatiale extravéhiculaire Orlan pour permettre des sorties à la surface lunaire. Aucune tenue du modèle relativement léger, 59 kg, développé, ne sera utilisé pas, mais une nouvelle version de cette combinaison spatiale est portée pour la première sortie extravéhiculaire effectuée par l'équipage de la station spatiale Salyut 6 en décembre 1977. Plusieurs modèles se succèdent. Utilisés à bord de Salyut 6 et 7 entre 1977 et 1984, DM Salyut 7 Emir entre 1985 et 1988, DMA Mir entre 1988 et 1997, M Mir et Station spatiale internationale entre 1990 et 2009, et enfin MK depuis 2009. Tous ces modèles sont pressurisés à 0,4 atmosphères. Leur poids est passé progressivement de 73,5 kg, le modèle D, à 120 kg et l'autonomie de 5 à 7 heures. La combinaison spatiale française. La France a développé une combinaison spatiale basée sur le modèle du Sokol russe au courant des années 1980, permettant ainsi aux spationautes français de pouvoir rejoindre l'espace à l'aide de la navette française, puis européenne Hermès. Ces dernières furent abandonnées en même temps que le projet Hermès. Les combinaisons spatiales chinoises. La combinaison spatiale Feitian est une combinaison spatiale semi-rigide chinoise développée pour la mission Shenzhou 7. Le taïkonaute Zhai Zikan en portait une durant la première sortie extravéhiculaire effectuée par un Chinois le 27 septembre 2008. La combinaison Feitian a été conçue d'après la combinaison spatiale russe Orlan-M. Ces deux types de combinaisons spatiales sont d'une forme et d'un volume similaires et ont toutes les deux été conçues pour des sorties de 7 heures maximum, fournissant de l'oxygène et permettant l'excrétion des déchets corporels. Cette combinaison aura coûté 4,4 millions de dollars et pèse 120 kg. Son nom, Feitian, signifie voler et ciel en mandarin. C'est une référence aux Apsara, traduit en Feitan ou Deva volant en chinois, dont la plus célèbre est représentée dans l'art chinois dans les grottes de Mogao. Une image de la Feitian des grottes de Mogao apparaît sur le badge placé sur le bras de la combinaison spatiale. Voilà. Et aussi pour les combinaisons intravéhiculaires, il y a aussi la combinaison qu'a créée SpaceX il y a quelques années pour ses astronautes, qui est, je dois dire, assez jolie. Je trouve qu'elle a l'air très confortable et moins étroite que les autres. Ensuite, je vais vous parler des combinaisons spatiales qui emmèneront les humains sur la Lune avec les missions Artemis. Du coup, un autre trigger.
avec un petit bonbon. Alors, lorsque les astronautes reviendront sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis 3 de la NASA, ils porteront la combinaison spatiale nouvelle génération conçue par Axiom Space avec la marque Prada. Au cours des 20 dernières années, les nouvelles technologies développées par la NASA ont abouti à un nouveau prototype de combinaison spatiale. XEMU, Exploration Extravehicular Mobility Unit. C'est de ces recherches que sont issues les futures combinaisons spatiales AXEMU de la mission Artemis 3, dont le but est de relancer l'exploration lunaire par l'humanité. Les nouvelles combinaisons sont en développement chez Axiom Space, sous contrat avec la NASA. Cette entreprise a créé la surprise en annonçant en octobre 2023 un partenariat avec la célèbre maison de couture italienne Prada. Une peau multicouche, une combinaison spatiale ressemble à un vaisseau spatial conçu pour un seul utilisateur et capable de se déplacer. Avec deux composantes principales, le vêtement pressurisé et le système de survie. Le vêtement pressurisé, qui peut comporter jusqu'à 16 couches, épouse les contours du corps, le protège et permet une certaine liberté de mouvement. Dans l'espace, les astronautes sont confrontés à un environnement hostile où la chaleur est transmise principalement via le rayonnement. Les couches extérieures des combinaisons sont exposées à des températures extrêmes entre plus 120 et moins 180 degrés Celsius. Selon que l'astronaute reçoit des radiations solaires ou qu'il fait face à l'espace intersidéral dont la température est de moins 270 degrés. Pour isoler thermiquement les astronautes de l'extérieur, on utilise un système composé de nombreuses couches de millars aluminisés. En outre, la couche extérieure constituée d'orthofabrique doit non seulement protéger l'astronaute contre divers dangers tels que les rayonnements ionisants, les rayons ultraviolets, le plasma et les micrométéorites, mais aussi remplir un rôle clé dans l'absorption et l'émission des rayonnements. Ces propriétés thermo-optiques sont essentielles pour maintenir les astronautes à la bonne température. La
poussière lunaire le plus gros problème. La poussière abrasive de la surface lunaire, qui ne doit pas pénétrer dans la combinaison, constitue un défi de taille. En outre, ces poussières qui constituent le régolithe lunaire portent des charges électrostatiques. Ces charges font adhérer les poussières à la surface de la combinaison, ce qui complexifie considérablement la moindre tâche à réaliser pour les astronautes. James Cernan, le commandant de la mission Apollo 17, a évoqué les difficultés liées à la poussière lunaire lorsqu'il a parlé de son expérience sur la Lune. Je pense que nous pouvons surmonter tous les problèmes physiologiques, physiques et mécaniques, sauf la poussière, dit-il. C'est pour cela que les XEMU actuels intègrent un bouclier anti-poussière et électrodynamique. Ce système exploite ces charges électrostatiques pour déloger la poussière lunaire des surfaces extérieures des combinaisons. Les combinaisons spatiales transpirent aussi. Si l'on isole complètement l'astronaute de l'environnement extérieur, on est confronté à un défi considérable. Le corps lui-même diffuse de la chaleur par le biais du métabolisme, générant entre 200 et 400 watts en fonction de l'activité physique, ce qui devrait entraîner une augmentation de la température à l'intérieur de la combinaison. Pour éviter ce problème, sous la couche pressurisée, le vêtement de refroidissement et de ventilation liquide est en contact direct avec la peau de l'astronaute. Dans les années 1970, on s'est aperçu que le refroidissement par flux d'air n'était pas suffisant pour les combinaisons spatiales et le refroidissement par liquide en circuit fermé du LCVG a commencé à être utilisé. Dans ce système, l'eau circule autour du corps à l'aide d'une pompe et absorbe la chaleur. Elle est ensuite dirigée vers un échangeur de chaleur dans le système de survie. Dans ce dispositif, l'eau d'un réservoir est exposée au vide et gèle, ce qui permet de réduire la température du circuit de refroidissement. Lorsque la glace du réservoir absorbe la chaleur de fluide du circuit de refroidissement, elle est sublimée, c'est-à-dire qu'elle passe directement à l'état gazeux. Cette vapeur est libérée dans l'espace grâce à un système poreux. Malgré l'efficacité de ce type de sublimateur, la quantité d'eau qu'il consomme est trop élevée, près d'un demi-litre par heure, ce que ne peuvent pas prendre en charge les combinaisons XEMU actuelles. Il a donc été remplacé par un système appelé SWME, où une membrane composée de fibres de polypropylène à pores de très petit diamètre est exposée au vide. L'eau liquide du système de refroidissement ne peut pas traverser la membrane et ne peut donc pas sortir du système. Par contre, la vapeur peut passer par les pores de la membrane. La chute de pression dans le SWME provoque l'évaporation d'une partie de l'eau qui est ainsi libérée dans l'espace. Le système évacue ainsi une grande partie de la chaleur produite par le métabolisme de l'astronaute. Des filtres à CO2 et à eau qui se régénèrent. Une des exigences fondamentales des combinaisons spatiales est la nécessité d'éliminer le CO et la vapeur d'eau de l'intérieur. L'excès d'humidité, en plus d'être inconfortable pour l'activité des astronautes, peut conduire à un phénomène de condensation à l'intérieur de la combinaison. Les anciennes combinaisons EMU utilisent un filtre en oxyde d'argent qui devait être remplacé après quelques heures d'utilisation.
Les nouvelles combinaisons XMU intégreront une amélioration significative. Le système Rapid Cycle Amine. Dans cette technologie, le CO et le HO sont absorbés par une couche absorbante. Pendant cette première couche, j'arrive plus à lire. Pendant que cette première couche est exposée au vide, ce qui permet la libération des molécules dans l'espace désorption, une seconde couche poursuit le processus d'absorption. Ce cycle d'auto-régénération augmente l'autonomie des combinaisons. Quel effet le vide a-t-il sur nous? L'un des défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous travaillons dans l'espace, c'est le vide. Lorsque la pression de l'air diminue, la quantité d'oxygène devient insuffisante pour permettre aux astronautes de survivre. Un des problèmes est que cette faible pression abaisse le point d'ébullition de l'eau. À plus de 19 km d'altitude, à une pression de 3,5 kPa, l'eau commence à bouillir à température ambiante. Ce qui pose un problème sérieux car le corps humain contient plus de 60% d'eau. Ainsi, cette altitude est connue comme la limite Armstrong, au-delà de laquelle les humains ne survivraient pas plus de quelques minutes. Sans protection, l'eau de notre corps s'échapperait par les pores de la peau. En s'évaporant, elle absorberait la chaleur interne, ce qui provoquerait le gel progressif du nez et de la bouche. Même si la rigidité de notre peau et le pompage continu de notre système circulatoire empêcheraient le sang de bouillir, il ne faudrait qu'une minute environ pour provoquer un arrêt cardiaque. Il va de soi que les combinaisons spatiales doivent être pressurisées, mais une pression trop élevée entraverait la mobilité de l'astronaute. Pour les activités extravéhiculaires, les combinaisons spatiales sont donc généralement pressurisées à 30 kPa, soit un tiers de la pression ambiante sur Terre, avec de l'oxygène pur. L'une des principales améliorations des combinaisons X et mu est leur système de pressurisation variable, qui permet de réduire le temps nécessaire aux astronautes pour adapter leur respiration à cette pression relativement basse et générée par de l'oxygène pur. Si la transition est trop brutale, l'azote contenu dans le sang peut former des bulles rares. Pas du tout. Si la transition est trop brutale, l'azote contenu dans le sang peut former des bulles fatales, tout comme cela arrive aux plongeurs lorsqu'ils remontent à la surface, ou comme les bulles de CO qui se forment à l'ouverture d'une boisson gazeuse. Les combinaisons spatiales sont des technologies relativement récentes, avec à peine 60 ans d'histoire, et le seul bouclier contre les conditions les plus défavorables auxquelles les humains sont confrontés dans l'espace. Elles devront être aussi nos alliés dans l'exploration de la Lune et d'autres planètes du système solaire. Nous ne sommes peut-être pas si loin de ce qui, hier encore, relevait de la science-fiction. Et pour terminer cette longue vidéo, j'ai appris que Decathlon, pour la forme, avait mis en projet une combinaison spatiale. Alors, dans le cadre du projet Spaceship FR, le CNES collabore avec Spartan Space, Decathlon et l'Institut MEDES pour développer une combinaison spatiale intravéhiculaire européenne. Ce partenariat illustre la volonté du CNES d'intégrer dans des projets spatiaux des entreprises qui ne sont pas du secteur spatial. Decathlon
nous explique les raisons de sa participation. C'est dans un contexte de collaboration entre les agences spatiales et les secteurs industriels non spatiaux pour promouvoir l'exploration spatiale que le CNES a amorcé un partenariat avec Spartan Space, Decathlon et l'Institut de médecine et physiologie spatiale, MEDES, afin de développer une combinaison spatiale intravéhiculaire européenne. Cette combinaison sera essentielle pour assurer la sécurité des astronautes lors des phases critiques telles que le lancement et l'atterrissage à bord d'un véhicule spatial. Elle n'est donc pas conçue pour les activités extravéhiculaires dans l'espace. Ce projet ambitieux du CNES, mené dans le cadre du projet Spaceship FR qui prépare les futurs vols d'exploration habitée et robotique, sera coordonné par Spartan Space, une start-up qui développe des habitats lunaires ou des bases martiennes. Grâce à l'expertise mondialement reconnue de Decathlon dans le domaine du textile pour divers sports et aux 35 ans d'expertise en physiologie et médecine spatiale de MEDES et qui est partenaire historique du CNES, cette collaboration promet des avancées significatives. Ce projet est déjà en cours au centre de recherche et de développement de Decathlon à Lille, où les partenaires du projet collaborent activement sur la création de prototypes. Il est prévu d'aboutir dans le courant de l'année avec la livraison d'un prototype fonctionnel de combinaison spatiale intravéhiculaire européenne. Il est trop tôt pour dire si cette combinaison pourra être utilisée par les astronautes du corps européen, voire des touristes spatiaux. Ce projet a cela d'intéressant qu'il démontre les bénéfices de la collaboration entre différents acteurs, où chaque partenaire apporte une expertise unique pour le développement d'une technologie spatiale. En outre, il stimule la coopération avec des industries de secteurs qui ne sont pas habituellement liés au spatial, ce qui peut accélérer l'innovation, réduire les coûts de développement et maximiser les avantages des synergies entre des domaines apparemment distincts. Cette approche collaborative peut ouvrir la voie à des projets ambitieux et novateurs, tout en favorisant une diversification des technologies spatiales. Concrètement, dans le cas de cette combinaison spatiale, Decathlon, spécialiste de produits grand public liés au sport et à l'aventure outdoor, souhaite se confronter au domaine de l'espace en apportant son expertise en matière de matériaux innovants, de légèreté et de confort qui sont des aspects essentiels pour la conception de combinaisons spatiales. La parole aux équipes de conception Decathlon. Pourquoi Decathlon participe-t-il à ce projet? Decathlon apporte à ce projet tout son savoir-faire dans le but de concevoir une combinaison spatiale intravéhiculaire innovante, ergonomique, confortable et pratique. En co-construction avec ses équipes expertes dans la conception de produits sportifs, textiles, chaussants, équipements matériels et en design thinking, process de conception globale et d'innovation centré sur l'humain. Decathlon est à la genèse de ce projet avec les équipes de Spartan Space. À l'origine, l'idée était de faire travailler des équipes d'univers différents permettant de se challenger dans la création de technologies futures tout en partageant des valeurs humaines communes. Le résultat de cette phase d'exploration a surpassé les attentes des équipes de Decathlon, du CNES, de Spartan Space et du MEDES, et ils souhaitent désormais aller plus loin dans ce sujet de recherche. Quel retour Decathlon attend-il de cette participation? Chaque partenaire, Decathlon, CNES, Spartan Space, MEDES, apporte une expertise unique, essentielle au
individuelle. Travailler sur des besoins communs, la légèreté, la durabilité, la résistance des matériaux aux industries du sport et de l'espace permet la recherche de solutions et le développement de techniques de pointe, qui plus est dans un nouvel environnement pour Decathlon. En quoi consistera la participation de Decathlon à la réalisation de cette combinaison? Après un échange de connaissances et une planification stratégique, les 4 équipes, parmi lesquelles figurent des designers, prototypistes et ingénieurs de Decathlon, se sont lancés dans le développement complet des prototypes de combinaisons spatiales. La livraison d'un prototype, synthèse élégante, ergonomie, de l'expertise et de l'innovation collective est prévue pour 2024. Des brevets seront-ils déposés si de nouveaux matériaux sont trouvés pour sa réalisation? Ce projet est en cours de développement et il s'agit d'informations sur lesquelles nous ne souhaitons pas communiquer à ce stade. Des produits grand public seront-ils dérivés de cette combinaison? Pour le moment, il n'est pas prévu de déployer des produits accessibles au grand public à partir de ce projet qui est avant tout un projet de recherche et d'innovation. Voilà mes amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. En tout cas, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien et profite de ce commencement d'été, même s'il est un petit peu bancal et indécis. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Encore vraiment merci du fond du cœur de tout ce que vous m'apportez, de tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre soutien, vos encouragements, tous les échanges qu'on peut avoir. Enfin vraiment ça me remplit de joie et ça me fait très plaisir. Alors merci beaucoup. Prends bien soin de toi et de tes proches. Je te retrouve bientôt dans 2 jours avec une autre vidéo, un autre sujet, un autre thème et plein encore de choses à savoir. Passe un bon week-end.